Toujours au pas de course, ce n'est pas très souvent facile, c'est pas facile du tout d'avoir tous ces invités sur le plateau, surtout le lundi matin. Mais le lundi matin, ils sont là malgré, il faut le dire, les intempéries, et sans oublier Dame Pluie qui joue d'ailleurs les troubles fêtes ces derniers temps-ci. En tout cas, nous sommes dans le mois de juin. Ils sont là, les invités. Bertrand Tatida, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci de m'avoir invité ce lundi. Je suis content d'être là avec des aînés, des amis, des compatriotes pour essayer effectivement d'y mettre un peu une touche sur le sujet que vous avez mis à notre sagacité. Juste un petit point d'actualité. Oui. Les obsèques du patriarche Fotso Victor ont enfin eu lieu ce week-end. Tout s'est très très bien passé. Les discours ont été assez poignants et très profonds. Toute la famille n'a pas pu être réunie. Yves-Michel Fotso n'était pas présent, certainement pour des problèmes sanitaires et des problèmes de santé. Souhaitons, espérons que les œuvres de ce grand monsieur, de ce patriarche puissent, comment je vais dire, vivre dans le temps, et à la limite même que l'État puisse s'impliquer s'il le faut pour servir de facilitateur si jamais il y a, comment on peut dire ça, des désaccords au sein des membres de la famille. C'est relativement très important. Et voilà, nous sommes très contents qu'il ait pu enfin se reposer pour l'éternité. Sur la terre de ses ancêtres, justement. En tout cas, nous allons également, une nouvelle fois, présenter nos condoléances à la famille si durement éprouvée. Patient Parfaido, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes amis du panel, bonjour à Bertrand. Merci. Bonjour à tous nos techniciens de la DBS La Matinale. C'est un plaisir chaque fois que je suis invité sur votre plateau. Je vais commencer tout de suite par cette bizarrerie que j'ai entendue, je crois, vendredi dernier. Les députés de l'Union européenne ont enfin reconnu l'esclavage comme étant le crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Ça peut faire rire si on n'était pas dans un monde aussi cupide et aussi violent que le nôtre, de constater que après 5 siècles d'esclavage, avec les codes noirs, tous les codes que vous pouvez vous imaginer, c'est seulement récemment, donc ce vendredi dernier, il a fallu qu'on parle d'ailleurs du code noir pour que la décision soit prise finalement. Que les députés européens décident de reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Alors que chaque année, on vous rappelle qu'il y a eu la Shoah. On a même tenté de faire passer la Shoah comme le crime le plus sévère. Je ne sais pas. C'est maintenant qu'on vient de reconnaître. Je crois qu'il y a une conséquence, il y a un lien de causalité entre les manifestations des Noirs aux États-Unis depuis l'assassinat de George Floyd, avec le fait qu'ils en ont marre de la criminalisation de la vie des êtres des Noirs, et le fait que peut-être le curseur commence à bouger, les Européens commencent à comprendre que ce qui se passe dans le monde par rapport à l'existence de l'homme noir ne peut plus continuer comme hier. Et c'est dans ce sens aussi que c'est de mettre en perspective ce qui s'est passé là avec le procès de Laurent Gbagbo. Je crois qu'ils comprennent que de plus en plus, il y a des générations d'Africains qui ne vont plus accepter de plus les Chines. Et je pense que c'est une petite victoire pour nous qui venons hurler, qu'on appelle les aboyeurs de temps en temps sur le plateau, mais pour dire à ces gens-là que hier ne serait plus possible aujourd'hui. En tout cas, c'est le sujet qui va nous intéresser demain. Ne vous inquiétez surtout pas, demain matin, pour la matinale de DBS. Docteur Yam, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Monsieur Ngos, merci de m'avoir invité. Ce que mes deux précédents copanélistes ont dit m'a fait bondir, ça m'a fait presque hurler. Parlant du patriarche Victor Fotso, chapeau l'artiste. Mais écoutez, nous avons un grand précédent dans ce pays, la fortune de Paul Sopo-Preso, qui aujourd'hui a été presque laminé, pillé. Et je n'ai jamais compris pourquoi l'État ne protège pas les biens nationaux. C'est un patrimoine national. Ce que la fortune de Sopo-Preso à l'époque, qui dépassait les 2 milliards de dollars, a été dilapidée complètement. 2 milliards de dollars en 98-99, ça représentait aujourd'hui l'équivalent d'à peu près un tiers du budget de l'État camerounais actuel.
Mais on l'a laissé, ça s'est pillé, des milliers d'emplois ont été perdus, comme si ça ne concernait pas l'État. Et là, je pense qu'ils vont faire attention et protéger la fortune Photo pour s'assurer que les emplois des Camerounais et les capacités scientifiques, techniques qui ont été installées continuent à servir le pays. Pour ce qui est de cette affaire d'esclavage, oui, bien sûr, les Européens ont reconnu, mais ça rappelle simplement l'abolition de l'esclavage par les Français, les Anglais et tout ça, qui ont oublié que c'est parce que les Noirs s'étaient battus que l'esclavage est fini. C'est pas eux qui ont décidé que l'esclavage est fini. Pour ce qui est de la reconnaissance de cette affaire comme crime contre l'humanité, mais le scandale derrière, c'est que l'Union africaine ne l'a pas fait. Avant, alors qu'on le leur a dit depuis plus de... Je me souviens que la première fois que je me suis retrouvé à parler de cette affaire, c'était avec un ministre libyen qui s'appelait Tikrit, qui était venu au Cameroun. Nous étions en 2000. Et nous leur disions, la première chose que vous devez inscrire dans l'agenda de l'Union africaine, oui. Je te parle de 2000, il y a 20 ans. J'étais encore jeune étudiant à l'université de Douala. La première chose, c'était de reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, la colonisation comme crime contre l'humanité, ériger spécifiquement les massacres des Belges au Congo comme le paradigme du crime contre l'humanité. Ils n'ont jamais rien fait. Ils ne l'ont pas fait. Et du coup, c'est encore les autres qui ont l'initiative, même là où c'est nous qui avons souffert. C'est scandaleux. On vous comprend, messieurs. Tout le monde a un grand coup de gueule ce matin. Je ne pense pas que c'est Albert Natoula ici qui va dire le contraire. Bonjour Albert Natoula ici, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes co-panélistes ainsi que les nombreux téléspectateurs de DBS La Matinale qui nous regardent, particulièrement les fan clubs de cette tribune intellectuelle. Écoutez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention la chronique de Hervé Mokouri, mais sauf que je ne suis pas d'accord avec lui sur un point. Il y a les faits qui ne suscitent pas l'humilité, mais qui suscitent au contraire la révolte. Et pour ce qui concerne la révolte, mon questionnement ce matin, est-ce que la justice est dite dans ce pays au nom du peuple camerounais, comme le stipule la constitution camerounaise? Est-ce que le gendarme, est-ce que le policier, qui sont les auxiliaires du procureur de la République, suscite encore la crainte qui suscitait par le passé? En tout cas, les questions que je suscite ce matin et celles que je ne voudrais pas évoquer ici, certainement beaucoup de nos compatriotes qui nous regardent derrière le petit écran se les posent. C'est d'autant que ces derniers temps, nous avons constaté que la justice justement n'est plus dite au nom du peuple camerounais, mais beaucoup plus au nom des systèmes privilégiés, au nom de l'arbitraire et surtout de la violation de la loi. Absolument. Je pense donc que il y a une problématique qui se pose, qui est fondamentale. Le système judiciaire camerounais mérite une autopsie. Je suis devenu journaliste par vocation et non par défaut et non par nécessité. Pourquoi? Parce que j'avais des modèles comme Charles Ndongo, Denis Epoté et Richinji. Comme Alain Belibi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce milieu judiciaire, il y a encore des modèles qui peuvent servir de vocation? Je ne crois pas du tout. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été là d'ailleurs. Merci d'être là ce matin. Merci d'ailleurs pour vos coups de gueule. Ça sensibilise d'ailleurs les millions de téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Mais le sujet qui nous intéresse, messieurs, c'est la rétrocession. Œuvres d'art africaines dans les musées français. À quand la rétrocession, justement? Comment rendre en Afrique des milliers d'œuvres d'art arrivées en France sous la colonisation? Eh bien, le président français Emmanuel Macron a reçu d'ailleurs il y a quelques années un rapport attendu posant les jalons d'une telle restitution considérée comme un acte de justice, mais aussi, il faut le dire, perçu par certains experts comme une boîte de Pandore. Ce rapport, dont l'agence France Presse avait consulté un exemplaire, dresse un inventaire précis des dizaines de milliers d'objets que les colons ont ramenés d'Afrique entre 1885 et 1960. Ces deux auditeurs et surtout auteurs proposent un changement législatif majeur du Code du patrimoine pour permettre des restitutions, ça il faut le dire, de collections se trouvant dans les musées français à des États demandeurs. Ce fut d'ailleurs le cas avec le Bénin il y a quelques années. Le 28 novembre 2017, à Ouagadougou, le président français Emmanuel Macron avait annoncé la mise en œuvre dans un délai de 5 ans, la restitution temporaire ou définitive du patrimoine africain reconnaissant l'anomalie que constitue sa quasi-absence en Afrique subsaharienne. Selon les experts, 85 à 90% du patrimoine africain serait
hors du continent. Je parle bien sûr de 85 à 90% du patrimoine africain. Emmanuel Macron avait donc confié à 2 universités français et sénégalais, Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, le soin, il faut le préciser, de procéder à de vastes consultations. Eh bien, ce sera au président français de poursuivre d'ailleurs ou non leurs propositions assez radicales dont la mise en œuvre risque d'être complexée. Le rapport lui sera présenté lors d'une réunion de travail et bien sûr, jusqu'à preuve de contraire, Emmanuel Macron n'a pas encore, il faut le dire, répondu à cela. Comme tous les rapports, il a vocation à être enrichi par des consultations supplémentaires dans lesquelles le ministère français de la Culture aura toute sa place. Il faut préciser par ailleurs que, parlant justement de ces œuvres d'art, rien que dans le musée Blanqui du côté de la France, il y en a, il faut le préciser, 70 000 œuvres d'art qui appartiennent à l'Afrique sur 90 000. Les autres 20 000 sont repartis dans les autres villes de la France. Comment donc restituer cela aux Africains? C'est notre grande interrogation ce matin. Précisons par ailleurs que le périmètre de la spoliation engloberait, il faut le dire, les biens pillés, volés, butins de guerre, mais aussi ceux très nombreux acquis à des prix dérisoires, sans commune mesure avec le marché de l'époque par des marchands militaires, missionnaires, voyageurs, et sans oublier bien sûr tous ces prêtres et pasteurs qui se faisaient passer d'ailleurs pour pasteurs et prêtres alors qu'ils étaient tout simplement des militaires. Le rapport recense également au moins 90 000 objets d'Afrique subsaharienne dans les collections publiques françaises. Le musée Clay Branly est le plus concerné avec 70 000 œuvres dont les 2 tiers furent acquises durant la période 1885-1960, soit 46 000 objets potentiellement concernés. Les pays les plus intéressés sont le Tchad avec 9 200 œuvres, le Cameroun 7 800 œuvres et Madagascar 7 500 œuvres. Je vais m'arrêter là, messieurs, et justement je vais vous demander vos réactions. Je commence par Dr Yam. Écoutez, d'abord, rien n'a jamais été acquis. Ils n'ont rien acheté, parce que si vous dites que quoi que ce soit a été acheté, vous êtes en train de dire, par exemple, que les esclaves ont été achetés. Rien n'a été acheté. Ça a été arraché. Il faut que les gens sachent. On l'a précisé, nous vous ça a été arraché. Il n'y a pas eu de prix dérisoire, il n'y a jamais eu de prix. Ça a été arraché. Aussi simple que cela. Et la France n'est que le doigt qui cache le visage. Parce que les plus grands... la France est certainement parmi les plus grands pilleurs. Oui. Vous avez l'Angleterre, vous avez l'Allemagne, vous avez le Portugal, vous avez les pays comme la Hollande qui ont sérieusement pillé les pays africains et d'autres pays à travers le monde. Donc, quand on dit cela, on aurait pu revenir sur la fonction de l'art chez nous, c'est quoi l'art, ça représente quoi, etc. Mais la question de fond aujourd'hui dépasse largement ou va bien plus, est plus intéressante au-delà de ce que nous appelons l'art aujourd'hui, qui est chez nous résulte de la maîtrise des forces de la nature et non pas premièrement d'une intention décorative. Il faut que ce soit cette différence qui soit comprise. Chez les Occidentaux, c'est vu comme cela. Mais encore qu'on peut distinguer ces choses. Nous avons des éléments de l'art qui peuvent décorer, mais nous avons ce qui est important, qu'ils ont pris, est cultuel. Et ce n'est pas un hasard si c'est ça qu'ils ont pris. Il n'y a aucun hasard là-dedans. Mais imaginez le scandale que ce serait que moi j'aille piller les églises en Europe et que je vienne garder les calices et les soutanes des prêtres dans un musée dans mon village. Mais vous imaginez comment les Occidentaux réagiraient? Vous imaginez comment ils réagiraient? Que nous allions dans leur pays, nous pillions les églises, les cathédrales, etc. et que nous ramenions ça, nous disions, ah non, c'est juste, c'est des objets d'art. Un calice utilisé pendant une messe, c'est un objet d'art. Est-ce que c'est un objet d'art? Une soutane portée par un prêtre ou un évêque ou un cardinal, c'est un objet d'art. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et je suis sidéré de constater que, au fond, qui fait ce travail? Quelques activistes. Il y a peut-être le Bénin ou le Sénégal qui ont essayé de demander, le Tchad, etc. Mais l'essentiel est fait par des activistes qui mobilisent, qui poussent, qui essayent de faire bouger les lignes et d'obtenir cette restitution. Mais il s'agit de restituer. Quand vous dites restituer en français, sauf si j'ai mal compris, mais le terme restituer veut dire quelque chose que vous avez volé. Donc il y a une reconnaissance claire que c'est un vol.
C'est ça qu'on appelle restituer. Ils le savent d'ailleurs très bien. Non, il ne faut pas qu'ils docteur. le sachent, qu'ils le disent, ils le reconnaissent. Le problème, justement, la plupart du temps, et les Européens, c'est qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont fait quelque chose. Quand ils le reconnaissent, c'est entre eux. Ils vont vous dire, ah oui, c'est vrai, il y a eu la Shoah. Et c'est parce que c'est entre eux. Mais quand il s'agit de l'Afrique, c'est pas ça. On ne reconnaît pas qu'on a volé, qu'on a pillé, qu'on a mis en esclavage, que c'est un crime contre l'humanité. Mais ce qui m'agace le plus, c'est l'attitude des chefs d'État africains et l'attitude des autorités africaines. Mais la CPI vous sert à quoi? Tous ces pays que nous venons de citer ont ratifié le statut de Rome. Et là-dedans, les vols comme ceux des objets d'art font partie des crimes contre l'humanité. Pourquoi ils ne saisissent pas la CPI? Mais ils ont quand même déporté Gbagbo là-bas. Pourquoi ils ne saisissent pas la CPI? Justement pour ça. Voilà un crime contre l'humanité sur leur table. Et ils sont là, ils font rien. Ils doivent saisir dans cette fameuse CPI. Ils doivent, à la limite, ils n'en ont même pas besoin. Ils créent une cour spéciale, un tribunal spécial, qui doit être d'ailleurs pénal. Un tribunal pénal international sur les objets d'art en Afrique. Eux-mêmes, ils créent cette cour. Ils jugent les auteurs qu'ils connaissent et ils prennent les sanctions qu'il faut. D'ailleurs, quand les gens viennent vous dire qu'ils ont 60 000 œuvres d'art, vous avez vérifié ça où? C'est eux qui disent ça. Vous avez vérifié ça où? Quand il a fallu qu'Israël traque les auteurs de la Shoah, ils ne sont pas allés demander aux Allemands. Ils ont créé des services secrets spéciaux pour les traquer à travers le monde. C'est à nous de créer des services spéciaux pour traquer tout ce qui aurait dans leur cave, dans leur château, dans leur maison de campagne, dans leurs appartements, dans leurs villas, pas seulement les œuvres d'art originales, jusqu'aux représentations de ces œuvres d'art, de les traquer, de les identifier et de ramener nos œuvres d'art ici. Il s'agit d'une œuvre patriotique, il s'agit d'une œuvre de salut de notre civilisation. Mais vous imaginez un trône sur lequel n'importe qui vient se placer? Est-ce que les trônes chez nous, des rois qui sont en Afrique, est-ce qu'on s'en approche comme ça? Quand je pense que les choses dont nous n'osons même pas nous approcher, parce que c'est des choses cultuelles, ces masques-là, tout le monde ne les touche pas. Tout le monde ne peut pas toucher ce qui est derrière vous là. Tout le monde ne touche pas à ça chez nous. Ce qui veut dire que, pire, les gens qui ne font pas partie de l'organisation sociale à laquelle cela appartient doivent même être tenus le plus loin possible. Et je crois que, en fait, il y a quelque chose qui agace sérieusement en Afrique aujourd'hui. C'est que les gens ne prennent pas toutes leurs responsabilités. D'ailleurs, l'une des choses qu'un tel tribunal, l'une des choses qu'ils doivent intégrer dans cette revendication, c'est que les recettes de tous les musées qui n'ont jamais présenté ces œuvres-là doivent nous être restituées aussi. Parce que c'est nos œuvres qui les ont produites. Et il n'y a aucune raison qu'on nous restitue les œuvres et que les gens gardent le bénéfice de nos œuvres. Vous connaissez quelqu'un qui travaille pendant que l'autre mange, sauf si c'est l'esclavage qui continue. Parce qu'il n'y a que dans le cas de l'esclavage que vous travaillez, vous avez des biens et c'est les autres qui en profitent. Je crois qu'il y a là... Nous traversons une période pendant laquelle il va falloir que les Africains prennent leur destin en main et qu'ils disent non, qu'ils disent stop, c'est la fin, arrêtez. La question de l'art est la question de l'âme d'un peuple. C'est la question de l'identité fondamentale d'un peuple. Au-delà de l'art, vous n'avez rien qui perdure, qui demeure, qui reste et qui fait votre identité. Un avion n'est pas votre identité. Une fusée n'est pas votre identité. Tout le monde peut construire ça. Ce micro n'est l'identité de personne. Tout le monde peut faire ce micro. Vous avez le sentiment que tout le monde peut faire ce masque? Pas du tout. C'est la seule chose qui vous présente de manière identitaire. Et là, les gens ne parlent que de ce qui est dans les musées. Vous avez pensé aux manuscrits? Les manuscrits de l'Égypte antique, les manuscrits du royaume Songhai, etc., du Monomotapa, les manuscrits du Congo. Vous avez pensé à ça? Les manuscrits de Tombouctou, les manuscrits de Madagascar. Vous avez pensé à ça? Je n'ose pas parler de tous les autres manuscrits. Vous avez pensé des manuscrits des Bassa, au Libéria? Vous avez pensé à ça? Vous avez pensé à tout ce qui a pu être pillé en Gorlituba ici? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? En réalité, vous avez pensé aux vêtements qui ont été ramassés partout? Nous avons des gens qui nous parlent, par exemple la princesse Bangwa, etc. Et je n'ose pas parler de tout ce qu'on a pu ramasser à travers toute l'Afrique. Je ne fais pas la nomenclature ici, l'inventaire ici. Mais je vous dis,
ce qui est officiel ne serait-ce que la face visible de la face visible de l'iceberg. Oui. Je suis persuadé que quand le musée Branly dit qu'il y a 70 000 œuvres ils en ont certainement 500 000. Et je peux vous assurer que s'il y en a 500 000 potentiels dans ce musée-là, je ne dis pas en France, dans ce musée, c'est qu'il y a plusieurs millions d'œuvres qui sont en France et nous devons mettre en place des brigades pour traquer tout cela. Nous devons nous assurer d'avoir tout cela chez nous le plus rapidement possible. Seulement, j'interpelle nos dirigeants ici, nos gouvernements. Le tout n'est pas de soutenir la restitution de ces œuvres, commencer à construire dans les zones où on va les garder. Justement, on allait arriver. Il faut vous assurer que quand ces œuvres reviendront sur le continent, non seulement ça ira dans les palais, les musées où ils doivent être, les palais et toutes les zones, tous les sites cultuels où ces musées doivent être, il faut mettre en place les éléments qui permettent leur pérennisation à travers le temps. Et ça, pour ce genre d'acte qui concerne notre âme, notre identité, nous n'avons pas besoin de l'aide extérieure. Nous devons le faire avec nos propres efforts, avec nos propres ressources, avec nos propres moyens. Patient pas fin d'homme jusqu'à preuve de contraire. Il faut préciser par ailleurs que ces œuvres d'art africaines, il faut le dire, ont fait la fierté d'ailleurs des musées parisiens, des musées français, et ont rapporté des millions d'euros. Des milliards d'euros depuis 1885. Non seulement il y a ces œuvres d'art, mais il y a aussi l'art actuel qui continue d'être pillé. Je vous rappelle que l'année dernière, l'œuvre d'art qui a comment dire ça, à la vente aux enchères en Angleterre, de la maison, je crois, Sotheby, c'était une œuvre d'art de l'ethnie Mabéa. Les Mabéas sont antécédés à Écribi, oui, fait sous bois, qui a coûté un montant que personne, on a même n'ont pas voulu relever. Mais on ont dit ça atteint des sommets incroyables. Donc, continue le pillage. Le pillage n'est pas terminé. Ce pillage, on ne le retrouve pas seulement dans ces institutions officielles, que sont les musées et autres. Mais il y a aussi le pillage qui bénéficie aux collectionneurs privés. Et donc, nous n'en parlons pas assez. Et l'un des pays qui a le plus de ces objets pillés, mais qui sont dans les collections privées, ce sont les États-Unis. On n'en parle pas assez. Et vous vous souvenez de cette histoire d'Afo Akom, cette statue Afo Akom qui a été achetée ici de manière bizarre et qui s'est retrouvée aux États-Unis. Et quelqu'un a eu la maladresse de mettre cette statue qui, comme le disais tout à l'heure, faisait partie des éléments cultuels oui, du peuple Afo Akom au nord-ouest du Cameroun. Ce sont, vous vous souvenez, il y a le grand lac après Kumbo, vous montez là-bas, oui, où se trouve ce peuple-là. Ce sont les Kum. Alors ce gars se retrouve dans une pièce qu'il ne reconnaît plus, il ne voit plus ses éléments, ses fondamentaux, il les laisse en plus, il dit, mais qui m'a mis ici dans cette cage? Alors, je vous raconte dans l'histoire, le collectionneur était étonné de retrouver que chaque matin, tout était saccagé dans la pièce. Il cassait tout. Il a donc posé des problèmes à ses amis qui ont interrogé des chercheurs qui leur ont dit attention, l'œuvre que vous avez là est quelque chose de très, très, très important pour un peuple. Tant que ne retourneront pas chez lui, vous n'aurez pas la paix ici chez vous. Donc, là, on a impliqué l'État, ça a été organisé, et l'œuvre Afo Akom est revenue au Cameroun. C'est là où c'est important maintenant d'interroger, je crois qu'on avait discuté un peu en off, la seconde partie, qui est la question, mais ces œuvres d'art là, après seront... Faites le tour du Cameroun. Regardez le musée national. Même ce qui fait... On nous a donné l'impression d'avoir comme ça, on dit, allez voir. Dans quel... C'est-à-dire que la conservation. Nous sommes face à des gens qui ne se gênent pas, parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils ont les moyens de l'État, de piller les espaces, de prendre des centaines d'hectares de terrain pour eux, pour leurs enfants. Vous croyez que c'est ça qu'ils ne vont pas piller? Commençons d'abord par nous interroger de la valeur que nous donnons à ce qui nous est commun. Les gens ici ont des habitudes qui sont pires que ce que nous voyons en Europe. Je ne suis pas sûr que ces œuvres d'art rentrées au Cameroun seront, bien protégées, bien entretenues, mais surtout profiteront à tout le monde. Nous sommes dans
pays où l'avarice de certains les pousse même à acheter des plages. Vous avez déjà vu ça où? La plage dans le monde qui se respecte fait partie du domaine public. Tous les habitants d'un pays ont le droit d'avoir accès à la plage. Allez voir ce qui se passe. Les gens ont des barrières qui plongent carrément dans l'océan en privatisant des plages. C'est quoi? Donc, pour ces objets d'art, on a parlé tout à l'heure, mon souhait, c'est que l'Afrique, vraiment, crée une véritable commission pour s'attaquer à ce problème. Deuxièmement, que l'Afrique, c'est l'Union africaine qui peut le faire, crée de véritables musées où tous les objets d'art qui pourront être récupérés plus tard doivent être répertoriés et être dans des conditions de conservation les plus idoines. Sinon, je peux vous dire que les 3/4 de ce que nous allons récupérer là seront bousillés par l'humidité et d'autres maltraitances, soit vont se retrouver dans les collections privées des individus parce que à force de regarder, à force de vouloir vivre comme les Européens, nous avons des gens ici qui se considèrent complètement en terrain conquis. Ils ne se sentent plus africains et camerounais comme tout le monde. Si dans d'autres pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, un peu en Afrique de l'Est, les gens ont ce mental-là, je veux dire, cette vocation à comprendre ce que c'est un bien public. Dans certains espaces du golfe de Guinée, excusez-moi le terme, que j'appelle encore le cœur de ténèbres, les gens ne comprennent pas l'urgence, j'allais dire la nécessité d'avoir un bon commun qui représente en réalité qui nous sommes, notre culture, notre apport dans cette culture de l'humanité. Tout à l'heure, il y a parlé des manuscrits, mais allez voir en Égypte. On a dit que la plupart de l'Égypte ancienne, on sait que c'est nous les nègres qui les avons construits, qui les exploitent. C'est des domaines, c'est des débats qu'on n'ose pas souvent trop ouvrir. Hein? Est-ce que ce sont les enfants des Ixos, je ne sais pas, des barbares arabes là, ceux qui doivent gérer ce patrimoine? Qu'est-ce qu'ils en savent? Quel est le rapport qu'ils ont vis-à-vis de tout ce patrimoine? Lequel? Le seul qu'on a pu faire, c'est que, bon, chaque fois qu'il y avait une statue bien quoi en Égypte, on s'empressait de lui tailler le nez parce qu'on ne comprenait pas que des gens qui ont dominé le monde avaient un nez épaté comme toi et moi. Il faut qu'il y ait une véritable éducation. Une véritable éducation à la conservation de ce qui a fait la fierté de notre passé. Parce que c'est seulement comme ça que nous serons capables de mieux nous projeter dans l'avenir. Est-ce que vous savez qu'un grand peintre comme Picasso a dû tricher dans les œuvres d'art africains pour produire tout ce qu'il a d'exceptionnel? Ils ont triché. Les collaborateurs le reconnaissent et le disent même ouvertement aujourd'hui. Mais pour nous, comme le dit Yam, ça va être des trucs d'exposition que les gens vont mettre là. Il faut qu'on couple cela avec un renouveau culturel de nos peuples. Pour qu'on réapprenne à quoi servaient ces choses-là. S'il y a un culte qui était appliqué, qu'on essaie de le remettre en valeur. Sinon, j'ai bien peur, comme je le dis, j'insiste là-dessus, que rien de possible ne sera fait. Donc pour moi, commençons d'abord, avec le peu que nous avons ici, à construire de véritables musées. Mais vous avez des enfants. Vous êtes déjà venu l'idée une seule fois, ici à Douala, de dire que allons au musée. On a fini par détruire même cette culture. Les enfants ne savent pas ce que c'est. Ils disent que papa, quel est ce Djoudjou? Le Djoudjou là, tu l'amènes à la maison pour faire quoi? Parce que dès l'école, dès la base, on leur apprend par la nécessité de ces œuvres d'art. On leur apprend par la nécessité de se réapproprier de leur culture. Au contraire, et je sors par là, la plupart des prêtres, tout à l'heure, je crois que Yamka en parlait, quand ils prenaient ces œuvres d'art, qu'est-ce qu'ils disaient pour la plupart? Ils disaient que non, ce sont des trucs malfaisants. Hein? Il faut même les jeter, il faut les brûler. Or, ils vous faisaient croire qu'ils allaient les brûler, ils les mettaient dans des caisses bien aménagées et ils les rapatriaient chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec c'est-à-dire que quelqu'un dit nous avons nos dieux? Ce ne sont pas nos dieux, c'était les éléments, n'est-ce pas, cultuels. Qu'est-ce qu'ils en ont fait après? Qu'est-ce qu'ils ont pu exploiter là-dedans? Personne ne nous le sait. Donc, une fois de plus, il faut qu'on ait des États qui soient à la hauteur de ces enjeux. Il ne faut pas qu'on continue à avoir des États qui se soucient très peu de l'art, qui ne comprennent même pas ce que c'est. Et on va presser, on va dire oui, ramenez-nous nos œuvres d'art, on va les ramener. Les gars vont faire quoi avec? Ils vont les parquer comme on les va parquer dans ce que tient lieu de musée, où l'humidité et d'autres intempéries les frappent, les détruisent de temps en temps
Je dis, faisons attention. Oui, au retour de nos œuvres d'art en Afrique, mais commençons d'abord par, travailler pour, j'allais dire, mettre en valeur. Non, pas mettre en valeur, ce n'est pas le thème que je veux dire, mais travailler pour essayer de conscientiser notre peuple sur ce que sont ces œuvres d'art et ce que ça représente dans notre culture. Deuxièmement, bâtir, n'est-ce pas, des espaces, ça peut être des musées, ça peut être d'autres types d'espaces, où nous serons à peu près rassurés que dès le retour de ces œuvres d'art, ils vont trouver un lieu bien confortable où ils seront installés, et où maintenant nous aussi pourrons maintenant développer cette économie du tourisme, n'est-ce pas, culturel, qu'on fait semblant de ne pas voir ici. Tout à l'heure, Yama parle des chiffres, quelques chiffres. Il y a toute une économie tout autour. On va former des gens, n'est-ce pas, dans tous les domaines. Les domaines sont variés, hein, et ils vont de la restauration, jusqu'à la conservation. Oui. Les domaines sont variés. Il faut former les gens à le faire, à bien le faire, mais surtout, vraiment, à donner l'envie. Maintenant, tu vois comment ça s'imbrique aussi avec le développement à la fois économique et social, qu'on donne envie aux gens de partir des États-Unis un peu partout pour venir les visiter là où ils ont été conçus. Mais si nous continuons à voir les états tels qu'ils sont, où les gens sont devenus plus que égoïstes aujourd'hui, ils sont plus que nombrilistes, ils ne pensent pas à la nation, ils pensent à leurs petits ventres, à eux-mêmes et à leurs enfants. Je crois que ce serait une très mauvaise affaire de ramener là maintenant ces œuvres d'art en Afrique, parce que je suis désolé de le dire, on ne leur rendra pas de tout service, ni à leurs concepteurs, mais surtout ni à notre culture. Mais tant jusqu'à preuve de canton, c'est quand même qu'au Cameroun, et sans oublier en Afrique, dans certains pays africains, parce qu'il y a certains pays africains également qui aiment l'art, mais au Cameroun, on a l'impression que l'art, c'est pas vraiment dans l'identité même des Camerounais. L'art, c'est dans l'identité des Camerounais. Quand vous allez en fait au nord Cameroun, véritablement dans les grandes fantasias, vous allez dans les grands lamidas, vous allez dans les chefferies, c'est ça la grande symbolique. Et comment je veux même dire que le grand prestige d'une chefferie à l'ouest, quand vous allez dans le royaume Bamoun, même dans le sud, l'art c'est important. La première des choses que je veux dire, monsieur Ngo, c'est que ce rapport est totalement mensonger. C'est-à-dire que ce rapport a été commandé en quelque sorte par ce qu'on va appeler en fait le Parlement européen pour blanchir véritablement et essayer d'atténuer la responsabilité des voleurs. C'est un rapport idiot, mensonger, voilà, truffé véritablement, comment je vais dire, c'est du révisionnisme. Il peut être attaqué et je ne comprends pas. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en Europe pour dire que on ne veut pas endosser ce rapport. Vous avez pillé l'Afrique, ayons au moins l'humilité de dire véritablement qu'on a pillé, donc ne nous racontez pas cette histoire. C'est un véritable mensonge. La deuxième des choses qu'il faut dire, c'est que, vous savez, dans ce qu'on a appelé en quelque sorte œuvre d'art, il y a même eu la science. Il est démontré aujourd'hui que ce qu'on appelle le fameux théorème de Pythagore, vous n'aurez pas pu construire les pyramides d'Égypte. Si vous n'aviez pas su et maîtriser la petite règle mathématique qui veut que dans un triangle à angle droit, la somme du côté adjacent, du côté opposé, au carré, est égale au carré de l'hypoténuse. C'est là où est basé en fait l'essentiel de la géométrie. Ça a été carrément volé. C'est-à-dire ces règles mathématiques, on les retrouve même dans la construction de certaines œuvres d'art. Ça veut dire que les ancêtres, comme il a dit M. Yam, Bassa, Bamileke, du Nord, qui concevaient des œuvres d'art, ben, il fallait maîtriser les règles de science, il fallait maîtriser les règles de mathématiques. Et c'est ça qui amène un voyou comme M. Sarkozy de vous expliquer que vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Parce qu'il estime que, je veux dire que, vous ne pouvez même pas relativement démontrer que vous avez existé. Vous n'avez pas un patrimoine qui retrace en quelque sorte votre existence. Et cela a été relativement pillé. Je regardais il y a 2 ans un défilé de haute couture à Paris. Vous savez ce qu'on faisait défiler? Le kaba. Mais le kabangondo, je veux dire que c'est... Je suis un peu en désaccord, pas tout à fait, pas dans l'esprit et sur le fond avec monsieur Yam. Le kabangondo, pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, une véritable œuvre d'art. Et il le faisait défiler avec ce qu'on appelait le tissu wax. Vous savez que le tissu wax est produit en Hollande, au point où aujourd'hui c'est devenu à la limite même, entre guillemets, un patrimoine de la Hollande. On vous explique que c'est le wax hollandais. Mais le wax est d'inspiration purement africaine. C'est-à-dire que c'est un tissu qui se base... D'ailleurs, ça raconte une histoire. C'est-à-dire ça raconte quelque chose. C'est souvent des batailles.
c'est-à-dire des batailles victorieuses entre les peuples qui étaient célébrées sous forme d'écriture et sous forme de dessin et qui étaient repris en quelque sorte, comment je vais dire que dans ce qu'on pouvait appeler à l'époque le vestimentaire en fait des guerriers qui représentait le wax, dont le wax a une histoire, on lit dans du wax, mais aujourd'hui c'est devenu à la limite entre guillemets, les Hollandais se sont appropriés ça, donc pour ça il n'y a aucune confusion à avoir. Et quand vous regardez véritablement le pillage, mais le pillage a commencé depuis l'ère des temps. Le grand pillage, pendant relativement la traite des grières, qui faisait l'inventaire? Moi, je suis arrivé un jour chez un agriculteur dans le sud. Il en rigolait parce qu'il m'a montré une statue. Et il m'expliquait qu'il avait été dans une visite à Madagascar. Parce que la quasi-totalité des agriculteurs en Europe aujourd'hui sont relativement en faillite. Totalement. Ils vivent grâce aux subventions de l'Union européenne. Et à partir de là, excusez-moi, ils sont tous relativement divorcés, ils sont tous seuls, donc il leur faut des campagnes. Et généralement, ils vont à Madagascar. C'est une filière même là-bas où ils vont chercher des femmes. Mais au-delà d'aller à Madagascar chercher des compagnes de vie et de chercher des épouses, mais il profite pour piller. Et je lui demandais effectivement comment est-ce qu'il a pu le ramener si la communauté, c'est-à-dire que dans laquelle il était allé chercher son épouse, était d'accord de lui donner cette œuvre d'art. Il expliquait que je sais pas trop, mais j'ai pu l'acheter. Et puis j'ai expliqué que acheter peut être un délit grave. Parce qu'on ne vend pas une œuvre d'art, c'est interdit. Vous allez en Europe, vous ne pouvez pas ramener une œuvre d'art européenne sur le continent africain. C'est interdit. Si aujourd'hui, on classe un crime, une pollution de superficie, une pollution de terrain ou de territoire comme un crime contre l'humanité, aphorie une œuvre d'art. Donc, nous sommes véritablement dans une situation assez compliquée et nous ne comprenons pas véritablement la politique africaine. Parce que pour pouvoir même dire qu'on vous a pillé, il va falloir faire ce que M. Yama dit, que la traite des grières a été un crime contre l'humanité. Et un crime contre l'humanité, ça engendre des conséquences. Ça ne se résume pas tout simplement à la mort des Noirs. Ça se résume au pillage véritablement de notre histoire. Je vais même plus loin. Au-delà même de piller les œuvres d'art, ils sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'on corrompt les esprits. Quand vous regardez les livres d'histoire en France, ils ont un chapitre qu'ils interprètent que véritablement intitulé l'héritage de la colonisation. À mes temps libres, à mes temps difficiles en France, je donnais des cours à des enfants de 3e. L'héritage de la colonisation. Et vous savez ce qu'ils racontent dans ce chapitre? Eh bien, ils expliquent aux jeunes Européens que la colonisation, oui, ça a été difficile et tout, mais en même temps, on a laissé en Afrique beaucoup de choses. Parce qu'on a permis aux Africains d'aller à l'école, on a permis de former des Africains, on a mis sur pied les premières administrations africaines, on a construit des hôpitaux, et ils vous citent en fait ces missionnaires qui sont venus construire des eaux. Ce qui fait qu'un jeune Européen qui a en fait appris à partir des livres européens et des professeurs européens l'histoire de la colonisation, quand vous lui dites que c'est un crime contre l'humanité, ben il sursaute. Il dit, ben c'est un crime, mais ça vous a permis d'avoir vos premières écoles, votre administration, de vastes plantations, un embryon de vie économique. Donc, au-delà de vouloir la restitution des œuvres, mais l'Afrique doit aller dans un combat même largement au-delà, je vais au-delà. C'est de dire que véritablement, c'est même aussi un crime d'enseigner la colonisation de cette façon-là. Moi, je suivais l'interview il y a 2 jours de M. Jean-Marc, de M. Ayrault. M. Ayrault, ça a été le premier ministre de M. Hollande. M. Ayrault a expliqué que ces œuvres d'art, d'ailleurs, ne rêvez pas. C'est la guerre qui va ramener ça. Ils ne vont rien vous donner. Absolument rien du tout. Donc même ce qu'on a donné aux Béninois, on explique que c'est temporaire. Que vraiment, d'ailleurs la France explique que si on se rend compte que cela n'avait pas été volé, eh bien nous allons faire des recours pour reprendre cette histoire. Mais M. Ayrault expliquait qu'il va falloir voir. Parce que entre ce qui a été acheté, entre ce qui a été négocié, entre soi-disant les quelques œuvres qui ont été en quelque sorte volées, ben, il va falloir faire un inventaire. Donc pour eux, ils ne sont pas dans votre posture que ça a été volé. Et au-delà de ça, vous avez tous les pays européens pratiquement. Et ce débat-là a pratiquement cours uniquement en France. Vous l'entendez en Belgique?
Voilà un pays. Je ne sais même pas s'il faut faire, comment je vais dire, une stratification ou même un classement en termes de cruauté en matière de colonisation. Mais la colonisation belge, ça a été incroyable. Ça a été incroyable. C'est-à-dire que on égorgeait, on coupait les oreilles. On lynchait à mort quand vous n'atteignez pas le quota, comment je vais dire, de production de caoutchouc à partir d'un arbre d'EVA. C'est-à-dire que le colon belge, c'est un pays qui devrait avoir honte. Je serai belge. Il n'est pas question ici véritablement de responsabilité des peuples européens. Ils n'étaient pas nés. Mais je veux dire que je serai belge, j'aurai honte. J'aurais honte de marcher dans la rue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les plus grandes attaques, en quelque sorte, sur ce qu'on va dire les symboles et sur ce qu'on va dire que comment on appelle ça, à l'effigie, en quelque sorte, des statues ont lieu en Belgique. Donc, vous voyez donc que en Belgique, ce débat n'existe pas. Des pays comme le Portugal. Le Portugal a bâti sa civilisation, c'est-à-dire que sa vie, son existence, même sur la traite négrière. Le débat n'a pas cours en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Vous avez quelqu'un comme M. Arnault. M. Arnault, c'est la première fortune française. Il est à la tête d'un groupe qu'on appelle LVMH. C'est-à-dire que la première entreprise du luxe. Ben, le patrimoine de cette entreprise du luxe, c'est quoi? C'est ça. C'est la première capitalisation boursière du CAC 40. Monsieur Arnault. Vous avez un autre qu'on appelle Pinault. Et tous montent ce qu'on appelle des fondations. Et ces fondations-là, en fait, ont des bâtisses dans lesquelles il y a ce qu'on appelle des œuvres d'art. Ils se font appeler des collectionneurs. C'est quoi leur collection? C'est quoi leur collection? Je ne parle pas de l'industrie qu'il y a derrière. La simple ville de Paris, c'est 10 millions de touristes par an. Si chaque touriste dépense 100 euros, 100 euros, c'est 2 bons restaurants à Paris. C'est 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Vous n'arrivez pas à Paris sans aller à l'Opéra, au musée du Louvre, sans aller au musée du Quai Branly. Moi-même, le jour que j'y ai mis pied, j'avais 3 semaines, j'allais à cette histoire-là. Regardez. Et j'étais surpris parce que je trouvais beaucoup de choses. Je disais que mais c'est comment? Est-ce que je comprenais pas bien. Je disais mais les peuples bamileke ont été à l'autre parce que je retrouvais quand j'entre dans ma petite chefferie de Bamentim un certain type de statues, d'œuvres d'art qui parlent de l'histoire de mon village. Je trouvais des choses qui avaient une ressemblance terrible et je le retrouvais à l'opéra. Et même pour accéder à certaines salles, vous avez des paiements en plus sur ces enjeux financiers. Vont vous le rendre comment? Donc, M. Yamtiba avait parfaitement raison. Qu'on décrète ça, c'est-à-dire que de vol, qu'on décrète crime contre l'humanité. Et là, maintenant, que l'Union africaine, que les pays africains, aucun pays africain seul ne peut négocier cette histoire. Que représente le Bénin? Je vous dis 10 milliards. C'est-à-dire que pratiquement 1 milliard d'euros, si chaque touriste dépense, je vais dire que 100 euros. Que représente le Bénin qui a à peine 10 milliards de dollars de produits intérieurs bruts face à une puissance comme la France et dit remettez pour l'œuvre d'art. C'est quelque chose même. Il y a également le Cameroun et le Tchad. Hein? Les Africains ont besoin même d'alliés puissants. Les Africains ont besoin d'art. Que oui, il affichait son racisme. Mais moi j'avais l'impression qu'il affichait le mépris de la race noire. C'est-à-dire qu'il égorgeait George Floyd. Pour moi c'est équivalent, il égorgeait George Floyd, les mains dans les poches et souriant. Ben, voilà l'histoire de ce qu'on peut appeler les œuvres d'art. Je vous rappelle que si l'on ramène ces œuvres d'art chez nous, nous pouvons commencer à faire le deuil de notre traite négrière. Je vous rappelle que l'Afrique n'a pas encore fait le deuil des traites négrières. Nous n'avons pas encore pleuré. C'est-à-dire que ces Africains décimés pendant 4 siècles. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette histoire. Ce rapport est strictement mensonger. Les hommes politiques européens sont dans une posture de vous expliquer que ça a été négocié et qu'il faut une forme d'audit pour voir sur les 90 000 œuvres s'il y a 5% d'œuvres assez douteuses dont on peut dire que oui, on vous rétrocède. Mais c'est la guerre qui va ramener cette histoire. Comptez pas sur ces gens.
Les Juifs ont rétabli leur histoire et les Juifs jugent tous ceux qui ont participé à la Shoah. Que vous soyez à Bam-Intim, au fond de Bam-Intim, les Juifs ne demandent pas l'autorisation du Cameroun avant d'entrer dans le territoire camerounais. Ils viennent vous chercher où vous êtes, ils vous ramènent en Israël et ils vous font un procès. Albert Anatoly, ici, vous l'avez bien compris les uns les autres, jusqu'à preuve de contraire. Donc, la France ne va pas rétrocéder justement ce qu'elle a volé à l'Afrique. Je parle bien sûr des œuvres d'art. Pourtant, il y a une convention de l'UNESCO qui est contre l'exportation illicite des œuvres d'art. Vous me parlez de l'UNESCO. Écoutez, il faut d'abord, les autres, quand tu prends la parole en dernière position, c'est devenu très compliqué parce qu'ils ont pratiquement tout dit. Mais ce que je dois pouvoir quand même indiquer, c'est quoi? C'est que il s'agit d'un pillage et même du vol qui a été quelquefois opéré avec la complicité des nôtres. Parce que c'est quand même, à mon sens, curieux qu'on puisse venir sur le territoire camerounais, sur le territoire béninois, prendre une œuvre d'art et le ramener à Paris, à Londres ou bien à Washington. C'est une curiosité. Mais je voulais quand même, comme j'aime toujours évoquer les faits historiques, lors de sa dernière tournée africaine, notamment, je crois, c'était au Burkina Faso, M. Macron a pris l'engagement. Et il a pris 2 engagements. Le premier engagement, c'était de déclassifier les archives. Le second engagement, c'était justement de ramener sur le continent africain les œuvres patrimoniales africaines. Et parmi ces œuvres patrimoniales, vous avez les œuvres immatérielles, vous avez les œuvres matérielles. Ça, c'est important. Tout à l'heure, le grand frère Tandjina parlait du Kabangondo. Il y a aussi les coiffures. Vous avez les coiffures qui constituent justement les œuvres d'art africaines. Vous avez les papyrus. Vous avez un certain nombre de choses. Vous avez même les plantes. Au Cameroun, vous avez par exemple les perroquets verts et les lamentants qui sont interdits d'exportation. Mais vous avez quand même des blancs qui veulent les voler et ils les ramènent au-dessus de tout le monde. Donc ça fait donc partie. Donc c'est juste un aspect de la problématique. Mais je pense que d'une manière générale, moi-même je constate. Et puis vous savez, c'est une parenthèse. La culture est la seule chose qui vous reste lorsque vous avez tout perdu. Et si on commence déjà à vous piller votre propre culture, à vous la voler, ça veut dire qu'on veut absolument vous mettre à terre sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'on vous dépouille votre identité. Maintenant, à la place de ces œuvres patrimoniales, on vous crée des centres culturels pour vous enseigner notre histoire, une autre culture. On vous crée, on vous ramène Canal+, Canal Sat sur le continent africain pour vous enseigner notre culture. C'est ça qu'il s'agit. Et quand vous commencez évidemment à être très intéressé par cette problématique, il vous crée un incendie, ou bien il vous envoie les terroristes bombarder comme ça s'est passé à Tombouctou. Donc moi je pense que il est de la responsabilité, d'abord notre propre responsabilité, c'est ce que nous faisons sur ce plateau, maintenant la responsabilité même des gardiens de la tradition. Parce que j'ai assisté un jour, ce que j'ai trouvé comme étant un scandale à l'ouest. Il y a des touristes qui entrent dans un lieu sacré, sans débourser un copec, avec un guide, semble-t-il, et il y a un qui en est ressorti avec une œuvre patrimoniale. Il a volé, c'est un voleur. J'ai bien dans la case sacrée. J'ai bien dans une case sacrée. Donc je pense, donc voilà, c'est comme ça, donc, à mon sens, que certaines choses se passent. Vous avez parmi les œuvres patrimoniales les herbes médicinales. Je connais un père, j'ai l'habitude de citer son nom ici, Éric de Rosny, qui a écrit tout un livre sur les plantes médicinales. Il s'agit des connaissances qu'il a obtenues pour 0 copain. Il venait, il vous pontifiait avec la Bible, avec les belles paroles, et puis il récupérait l'essence même de votre culture. C'est autant de choses. Or, chez eux, quand ils ramènent ces œuvres chez eux, que ce soit les œuvres patrimoniales, matérielles ou immatérielles, ça leur génère de l'argent. Mais chez nous, on leur donne ça de manière gracieuse, comme si c'était pas quelque chose, c'était un junju. Je suis toujours très surpris lorsque je vais, par exemple, au carrefour Rond-Point des Dos. Il y a une œuvre qui paraît bizarre là, qu'on appelle, je crois, le junju. Ce qu'ils trouvent paradoxal, c'est que les citadins de Douala insultent cette œuvre d'art là, alors que cette œuvre d'art est appréciée par les touristes expatriés.
allez comprendre où est l'erreur. Donc moi je pense donc, à mon sens, il faut justement, et je pense que cette situation est le fait de l'absence d'une véritable politique culturelle. C'est vrai. Parce que si il y avait une véritable politique culturelle, on n'en serait pas à avoir nos œuvres patrimoniales qui sont volées. Allez à Yaoundé, dans ce qu'on appelle pompeusement le musée national. Est-ce que c'est gardé? Est-ce que ces œuvres sont protégées? Est-ce que véritablement c'est rentabilisé? Allez voir sur place pour que vous ayez la bonne réponse. Construit. Allez voir sur place. Déjà que le palais, l'ancien palais en lui-même constitue un patrimoine. Maintenant, tout à l'heure, vous avez évoqué, il y a plusieurs forêts en Afrique. C'est-à-dire, je parle des forêts, je parle des espaces maritimes ou bien arboricoles qui sont classés patrimoine UNESCO. Mais je vous dis que les mêmes représentants de l'UNESCO vont dans ces endroits-là pour les piller. Tout à l'heure, j'évoquais le cas des lamentins, j'évoquais le cas des perroquets verts. Il y a plein de trucs comme ça. Mais vous verrez que les mêmes gens viennent les piller. Et on ne va pas oublier également le plus petit perroquet du monde. Hein. Alors, moi je pense donc très cher. Il faut donc justement, parce que j'ai vu il y a quelques semaines, quelques images du côté de l'Hexagone, un collectif d'Africains qui, du côté nantais, qui revendique le repatriement des œuvres patrimoniales africaines. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je ne suis pas sûr qu'ils vont véritablement porter leur voix au niveau où cela nécessite d'être porté. Justement, on va regarder certains de nos confrères africains, justement du côté de Nanterre, qui ont pris l'initiative d'entrer dans un musée et de récupérer d'ailleurs ces œuvres et demandent en tout cas le rapatriement de toutes les œuvres africaines sur son sol. L'esclavage. Donc aisément aujourd'hui, nous nous sommes décidés de venir récupérer ce qui nous appartient. Nous n'étions pas là et ils sont passés, ils ont pris ce qui nous appartient. Donc on ne demande jamais à un voleur ce qu'il a pris. Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Hein? Donc ils ont coincé ça, un truc qu'ils ont volé, et ils ont... Donc c'est tellement coincé, je suis venu récupérer les biens volés de l'Afrique, ces biens qui ont été volés sous la colonisation, entre 1880 et 1960. Donc, l'Afrique n'était même pas un État. Ils sont venus prendre des choses qui ne leur appartiennent pas et ils ont mis dans ces musées pour récolter des millions et des milliards. Ce qui nous appartient, nous appartient. Nul n'a le droit de venir prendre ce qui appartient au peuple africain parce que c'est notre patrimoine, c'est notre richesse. Et ceci a apporté des millions et des milliards à toute l'Europe occidentale. Donc vous voyez que je me démerde pour dévisser ça. Venez les frères, on va dévisser ça, on va partir avec à la maison. Voilà. On part avec notre bien, je suis venu récupérer ça au musée de Quai Branly. Donc je pars avec à la maison. C'est une richesse qui nous appartient et qui aujourd'hui mérite de retourner à la maison. Pendant que ces choses ont été pillées, c'était sous la colonisation et sous l'esclavage de 1880 justement en 1960. Vous voyez tous les œuvres d'art venues du Cameroun, du Congo, du Sénégal, du Bénin et de partout. Voici ces œuvres d'art qui ont été pillées et je suis venu récupérer ça. Au nom de l'unité, la dignité et le courage, ça rentre à la maison. On ne demande pas à un voleur la permission de prendre ce qui vous appartient. Ils ont pris ce qui ne leur appartient pas. Je suis venu prendre ça et je récupère ça. À tous les Africains de l'humanité tout entière, vous qui avez contribué à voir l'Afrique piller, à voir les Africains mourir et couper, alors l'heure est venue de rétrocéder toute notre richesse. Je suis venu ici récupérer le bien qui m'appartient. D'ailleurs, ceci est le symbole même de mon clan et de ma tribu. Je ramène en Afrique tout
a été pillé, tout ce qui a été volé, alors que le sang des Africains coulait de 1880 en 1960. Les fruits du colonialisme, du pillage et de l'esclavage. Messieurs, c'est au musée Quai Branly, en France, justement, ce compatriote, cet Africain, pur, mûr et dur, a voulu faire comprendre à la terre tout entière qu'il y a des œuvres qui n'appartiennent pas aux Français. Et ces œuvres ont été volées. Plus que 10 minutes, monsieur, pour sortir en tout cas de ces débats. Patient Parfait, donc votre réaction après avoir vu ces images? Non, mais c'est un grand, comment dire ça, c'est un coup d'éclat, quoi. En fait, pour sensibiliser davantage l'opinion à la fois africaine et européenne à cette injustice qui continue de courir. Je crois qu'on a évoqué tous les problèmes ici, c'est très important, mais il ne faut pas quand même oublier qu'il y a d'autres œuvres d'art qu'on ne veut pas toucher n'importe comment. Parce que même de simple toucher, on l'a dit là sur ce plateau. Et même donc il faut faire très attention. Mais là, je crois que c'est un coup de force. Ouais. C'est pour toucher. Donc vous êtes d'accord avec tout le monde que jusqu'à preuve de contraire, ces œuvres ne seront pas rétrocédées. Il faut les prendre par la force. Créer un tribunal pénal justement pour la rétrocession de toutes ces œuvres d'art. Je pense d'abord qu'il faut qu'on commence à avoir une prise de conscience sur le continent africain. Parce que quand nous regardons nos décideurs du moment, je crois que c'est le monde de leur souci. C'est le mutisme. Premièrement, c'est le monde de leur souci. Deuxièmement, il faut éduquer notre jeunesse. Parce que sinon, on va tout perdre. Il faut éduquer les enfants dès le bas âge à respecter, mais surtout à comprendre le sens de ce qui est en train de se jouer là. Tout à l'heure, les démonstrations ont été faites, même sur le plan économique, de ce que nous perdons. Si nous étions en capacité, nous aussi, de construire de beaux musées, mais surtout de construire de belles villes, de belles économies, qui vont jouer le rôle des membres pour attirer complètement les gens. Maintenant, sur le plan purement culturel et scientifique, je vois par exemple cette œuvre, je crois que c'est fait sur la base d'un truc d'ivoire. Vous souvenez de l'os du Sango, qui a arrêté la première calculatrice au monde. Tout à fait. C'est du génie. Tout à fait. Quand on vous explique vraiment le concept de l'os du Sango, les algorithmes, c'est du génie. Ça veut dire que c'était la science au sens pur. Ça veut dire que sur le plan des religions, de la spiritualité, il y a beaucoup de choses qui ont été, dont on nous a déconnectés avec le vol de ces œuvres d'art. Même maintenant, une fois de plus, je dis, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit, d'ailleurs, vraiment j'insiste là-dessus, mais que nos dirigeants commencent à prendre au sérieux notre culture. Vraiment, quand vous êtes dans les villes camerounaises, ce qui fait donne lieu de musée national Yaoundé, c'est une honte. C'est une honte. Alors, comment voulez-vous qu'on vous restitue des choses aussi fragiles, des choses aussi sensibles, mais des choses qui n'ont pas de prix en réalité, alors que vous-même, vous ne vous donnez pas les moyens pour faire quelque chose. Regardez le palais de l'ancien président du Cameroun, le premier palais à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a complètement, comment dire ça, défiguré en faisant quoi? En essayant de faire les bureaux d'une sous-préfecture de ce palais premier dans l'enceinte du palais. Au point où dans 10-15 ans, les enfants auront l'impression que ce monument était comme ça, oubliant que ça ne représente plus en rien le palais présidentiel de l'époque. Donc, même la culture de la conservation de nos monuments pose un problème. Quand vous allez à Bonanjo, n'est-ce pas, vous prenez la route qui mène vers l'ancienne direction de la régie Ferkam. À droite, vous avez une vieille bâtisse où les gens vendent des répliques d'œuvres d'art en bas. Vous savez à qui appartenait cette bâtisse? C'était l'un des plus grands agriculteurs camerounais de l'époque. Regardez ce bâtiment. Moi, je suis passé un jour devant ce bâtiment avec un ami portugais avec qui était venu faire des affaires. Il m'a dit, j'ai visité tout le Cameroun, c'est la plus belle bâtisse. Mais elle est en train de disparaître. Elle a des études d'ailleurs. Alors, c'est quoi? Donc j'ai des sentiments qui sont partagés. En même temps, je me dis bravo à cette jeunesse qui essaie de pousser. Mais de notre côté, quand je regarde nos dirigeants du moment, vraiment, c'est autre chose. C'est pire qu'un pis-aller. Docteur Yam, jusqu'à preuve de contraire, il y a également une autre question qui reste en suspens. Est-ce que toutes ces œuvres d'art, ces pays qui réclament d'ailleurs la rétrocession de ces œuvres d'art, est-ce qu'il y aura la traçabilité? Est-ce qu'on pourra reconnaître que cette œuvre vient du Cameroun, elle vient du Mali, elle vient d'ici? Deux choses, oui, bien sûr, ça va de soi. Nos cultures ne sont pas, si interchangeables que ça, en fait. Parfois, ces cultures sont également similaires. Similaires, mais les gens savent d'où chaque chose peut venir. Je voudrais faire 3 précisions avant de répondre à vos questions. Il n'est pas question de se demander, monsieur Ndom, s'il faut que nos œuvres viennent ou ne viennent pas.
Quand votre enfant a été perdu et qu'on vous dit qu'on doit vous ramener votre enfant, on commence pas à demander si vous pouvez le nourrir ou pas. Il vient d'abord, c'est votre enfant. C'est pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Deuxième chose, monsieur Aïssi, je pense qu'il faut que nous soyons sérieux et nous soyons clairs. Ces gars-là, ils sont pas sérieux. Donc, il n'y a jamais eu de complicité. N'appelez pas complicité le fait que quelqu'un vienne, il vous met un pistolet à la tempe et vous dites que vous êtes complice. Complice veut dire que vous êtes libre. Oh, c'était pas un état de liberté. Donc, quand il n'y a pas un état de liberté, on ne peut pas parler de complicité. Donc, je pense que quand vous avez en face de vous des gens comme ça qui ne sont pas sérieux, nous devons être rigoureux, beaucoup plus rigoureux avec eux. C'est comme tous ces métis nés pendant la traite négrière. C'était des viols. C'était des viols. On ne peut pas expliquer que la négresse était amoureuse. Simplement. C'était des viols. Tous les métis nés pendant la traite négrière. Il n'y a pas eu de complicité. Il n'y a eu aucune complicité de notre part parce qu'on avait le pistolet sur la tempe. Quand vous avez un pistolet sur la tempe, vous n'êtes pas complice. Ça, un complice, c'est quelqu'un de libre qui s'engage dans une activité avec un autre. C'est ça qu'on appelle un complice. Vous êtes complice avec votre épouse, non? Parce qu'elle a accepté de vivre avec vous. Elle vous aime beaucoup. Oui. C'est ça la complicité. Mais être complice, c'est pas avec des gens qui viennent voler chez vous. Vous n'êtes pas complice avec des braqueurs. Donc, je crois que quand j'ai dit ces deux choses-là, je voudrais insister pour dire On sort, hein? Pour dire que oui. Aujourd'hui, le vrai enjeu, n'oubliez pas, l'une des orientations stratégiques de la France, c'est l'exception culturelle. Voilà. Sous François Mitterrand. Quand il négocie le traité de Maastricht. Pourquoi? Parce que la question de l'exception culturelle représente, je crois, pratiquement 10 à 15% du PIB de la France. Et dans ces 10 à 15% du PIB de la France, ça veut dire que nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler de pas loin de quelque chose qui va chercher, je crois, dans les 900 milliards d'euros. Dans les 900 milliards d'euros. Et donc, en réalité, quand vous cherchez là-dedans les musées dans lesquels se trouvent nos œuvres, se trouvent nos choses volées, représentent pas loin de la moitié. Tout à l'heure, quand il parlait de 100 euros sur pratiquement, ça représentait à peu près 360 milliards d'euros. Donc, en fait, en France, aujourd'hui, ce que nos œuvres rapportent n'est pas loin de 500 milliards d'euros. Plus les 400 milliards d'euros du franc CFA, ça veut dire que sur les 800 milliards de PIB de la France, l'Afrique continue à contribuer passivement pour près du tiers. Pour près du tiers. Alors, quand vous prenez ce genre de choses, il ne s'agit pas d'un jeu. Nous sommes là dans quelque chose d'extrêmement grave et je suis absolument d'accord avec Ndom pour dire que ce ne sera pas une affaire de pays à pays. C'est pour ça que dès le départ, je dis une commission de l'Union africaine, c'est-à-dire qu'en fait, pas une commission, c'est un commissariat que les États africains s'entendent pour créer et qui donc va gérer cette affaire. Et ce commissariat aura un certain nombre de choses. D'abord, identifier et répertorier toutes ces œuvres, créer une brigade service spécial qui va traquer de police, qui va traquer partout dans le monde où se trouvent nos œuvres. Parce que c'est ça l'invention. On vous comprend, monsieur, nous sortons rapidement. Parce que le temps nous est voilà, donc, désolé, mais et enfin, c'est peut-être la dernière chose que je voudrais dire, et enfin, il est possible que nous, les Africains, soyons disposés à négocier avec les Européens pour que certaines de ces œuvres restent pendant un certain temps dans leur musée. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des gens violents. À rester pendant un certain temps dans leurs œuvres pour les soutenir, surtout en ce moment de crise économique. Et donc, ils nous rétrocèdent une partie des chiffres d'affaires de ces musées-là. Monsieur. Et nous, ça nous permet également, nous n'avons pas besoin de leur aide. Voilà les sources de nos financements. Et ils vont donc en même temps financer les filières d'histoire de l'art et de conservatoire des arts dans nos pays pour que nous ayons des experts qui iront partout. Quand il y a des rapports bidons comme ceux qu'ils ont fait là, il faut que ce rapport soit audité par nous. C'est nous qui devons leur dire, vous avez volé tête chaud chez nous et nous devons aller nous assurer que tout ce qui est là-bas est effectivement répertorié. Ce travail-là n'est pas un travail de gens qui vont rigoler et qui vont commencer à sourire quand les Occidentaux parlent. Là, je suis d'accord que les chefs d'État actuels, les gouvernements actuels ne prennent pas la pleine mesure de cette affaire. Mais là, je viens de vous dire, quand on parle de 1000 milliards d'euros, je crois que toute l'aide que l'Afrique a reçue depuis 1960 n'atteint pas 1000 milliards d'euros. Vous ne saurez pas avec l'état de vos pays actuels. C'est au peuple que je m'adresse pour qu'il sache quel genre de personnes doivent diriger nos pays aujourd'hui pour que nous soyons assurés. Albert Nakala, ici, votre mot de feu rapidement, parce que là, le docteur Issoba est là pour ce qui s'est passé à Nanterre n'est que la suite d'un débat qui a commencé il y a très longtemps sur d'autres plateaux
un débat animé par nous et par les autres. Je pense que, mais c'est bien que symbolique, je crois que ça doit pouvoir susciter une prise de conscience. Ceci étant, je pense également que, et ça c'est important de le préciser, il faut que véritablement nous ayons une politique culturelle en Afrique. Absolument. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons beaucoup de monuments qui constituent des patrimoines culturels. Tout à l'heure, le grand frère l'a indiqué quelques-uns du côté de Bonadou. Il y en a plein comme ça dans toute la République du Cameroun et ailleurs, qui sont abandonnés, quelquefois même détruits pour construire des trucs modernes. C'est une aberration. Merci beaucoup, Albert Anatole. Encore que ce dont vous parlez, crois le palais que- présidentiel ne reste Je pas crois que les des temps monuments changent, pour nous. C'est les pas nous qui temps sont avons en train de construit ça. changer. Pour l'histoire, Parce que dans Messieurs, ce messieurs, nous terminons. dans ce genre de combat, Ça, on en a pas Le besoin. point allemand, le point allemand, Messieurs, dans ce Dans le cadre d'un deuil national, d'un deuil sur l'esclavage et la colonisation, ces monuments construits par les colons et les esclavagistes doivent être rasés. Non, Parce que, je vais vous expliquer, quand c'est rasé, ça vous permet de faire le deuil. Non, Tout à fait. Comment on fait le deuil chez nous? Non, Est-ce qu'on garde ce genre de Monsieur, choses? merci. Merci. Bon, vous avez Mais vos j'ai raisons. son Bertrand Je Tadila suis terminé. juste en hein. une phrase pour dire Oui. que les temps changent et les mentalités changent. Ça veut dire que les peuples européens aujourd'hui, sensibilisés, se rendent compte qu'on serait dans un monde plus sécurisé si tout le monde avait le bonheur chez lui. Et vous voyez dans ce genre de combat, sûr. vous avez une forte jeunesse européenne engagée relativement dans ce combat. Donc c'est pour ça que même aux États-Unis, vous voyez les retours aujourd'hui de ce combat. Donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser relativement à l'échelle mondiale, à l'échelle universelle et dire que même ces œuvres d'art peuvent être patrimoine de l'humanité, mais en Afrique. Ça ne me gênerait pas véritablement que une œuvre d'art, un masque de ma chefferie soit patrimoine de l'humanité. Mais pour la visiter, il faudra venir venir en à Afrique. Bamintine véritablement et payer véritablement le prix fort pour la visiter. Donc nous ne sommes pas égoïstes, comme l'a dit le docteur Timba. Nous acceptons et de plus en plus les peuples s'engagent, européens s'engagent dans ce combat. Et je peux vous dire que c'est la pression populaire européenne qui a mené les députés européens à contre l'avis de la Commission européenne, parce que c'est quand même bizarre en Europe où des commissaires européens qui sont nommés ont un pouvoir au-dessus relativement des députés européens, eux qui sont élus, qui ont imposé au Parlement européen de reconnaître cela comme crime contre l'humanité. Donc Tout nous en avons espoir, manière on va symbolique, s'imposer au Et c'est de moyens symboliques, ils Il ont ne dit faut de manière jamais symbolique. se Donc, on va en poser la parler question demain. de ce que pensent les On va en gens parler avant demain, de s'engager messieurs. dans un combat. Même s'il y a eu 67 abstentions, ça il faut également le préciser. Ben, c'était l'extrême droite, c'est les voleurs, c'est les esclavagistes. Comment l'esclavagiste va voter le retour de l'œuvre alors que c'est lui qui a violé la femme, qui a volé, qui a pillé, qui a Il faut tout fait. qu'on construise des espaces qui vont attirer les Et touristes. n'oubliez pas Merci, tout messieurs. ce que l'Église catholique a pillé et qui a été ramené au Vatican par les prêtres. On oublie même l'église catholique. Je Merci. suis un catholique, On mais va au vraiment, début je suis choqué par économies, ce des On va pas ce Ils débat, ont voilà oublié. qu'il prenne 2 heures. Mais là, le temps nous est parti. Je vais vous dire, messieurs, merci d'avoir été là, passé un parfait d'homme. Merci. Dr Yamti Balbert Anatola ici, Bertrand Tatinda. En tout cas, j'espère vous retrouver demain pour parler de l'esclavage, surtout de cette soi-disant, il faut le dire comme ça, symbolique. Ils ont déclaré symbolique du côté de l'Union européenne. En tout cas, c'était ça.